Vous suivez l'actualité en français sur la chaîne des valeurs et vous avez raison. Tout de suite, les titres. La justice sénégalaise en deuil. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, n'est plus. Le magistrat est décédé ce jeudi 10 avril. Farba Ngom abat sa dernière carte en justice. Incarcéré depuis fin février, le député maire de Agnam propose une caution de 45 milliards de francs CFA pour espérer sortir de prison. On en parle dans ce journal. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar organise un colloque international sur le contentieux des affaires locales en Afrique. Ce colloque vise à apporter des réflexions sur les mécanismes de prévention et de règlement de ces conflits en croisant les expériences nationales. Suite à l'accident ferroviaire occasionnant une perte en vie humaine à Thiès, le maire Babacar Diop a convoqué les parties prenantes pour mettre en place un plan d'urgence. Des mesures fortes ont été engagées par la ville de Thiès, et ceci pour prévenir de futures tragédies, a déclaré le maire Babacar Diop. Vous l'entendrez dans le développement. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel de ce journal. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Journée noire pour la justice sénégalaise. Le juge Mamadou Badio Camara n'est plus. Son décès a été annoncé par le syndicat des travailleurs de la justice. Nommé en 2023 à la tête du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara symbolisait la rigueur, la discrétion et un profond attachement aux principes de l'état de droit. Magistrat chevronné, il a marqué de son empreinte plusieurs décennies de la vie judiciaire sénégalaise. Dans un message publié ce jeudi sur son compte X, le chef de l'État a salué la mémoire d'un homme qui aura marqué l'histoire judiciaire du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, je le cite, « J'ai appris avec tristesse le décès du président Mamadou Badio Camara. » Mamadou Badio Camara a été le président du Conseil constitutionnel. Il fut aussi le premier président de la Cour suprême du Sénégal. Nous restons toujours dans la cour de la justice où Farba Ngom abat sa dernière carte. Incarcéré depuis fin février, le député maire de Agnam propose une caution de 45 milliards de francs CFA pour espérer sortir de prison. Le juge du pôle financier judiciaire tranche dans les prochains jours à cette affaire. Une offre adossée à 22 titres fonciers situés dans différentes zones stratégiques du pays. Le récit de la Jimbaïdiagne. En prison depuis le 27 février dernier, le député maire d'Agnam, Mohamedou Ngom, alias Farba Ngom, ne cesse de multiplier les démarches pour recouvrer la liberté. Selon les informations rapportées par l'Observateur, ses avocats ont déposé ce lundi 17 avril une troisième requête de mise en liberté provisoire, accompagnée cette fois d'une offre de caution estimée à 44,802 milliards de francs CFA. La requête adressée au président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, le magistrat Idriss Diarra, est soutenu par la mobilisation d'un important patrimoine immobilier. Farba Ngom a transmis 22 nouveaux titres fonciers d'une valeur globale de 43,802 milliards de francs CFA, auquel s'ajoute 1 milliard en numéraire. L'ensemble pourrait être inscrit au nom de l'État sous forme d'hypothèque en cas d'acceptation de la demande. Ces propriétés sont situées dans plusieurs zones stratégiques du pays, notamment à Dakar, Thiès, Mbour et Rufisque, offrant ainsi un large spectre de garanties. Pour rappel, Farba Ngom est impliqué dans deux affaires judiciaires distinctes, l'une en tant que complice présumé de détournement de 91 milliards de francs CFA aux côtés de l'homme d'affaires Tahirou Sarr, et l'autre en tant qu'auteur principal d'un détournement présumé de 31 milliards de francs CFA. Lors de sa première comparution devant le pôle judiciaire financier, l'ancien édile d'Agnam avait déposé 10 titres foncier estimé à 34 milliards de francs CFA, mais sa demande avait été rejetée. Cette nouvelle tentative, bien plus que consistante sur le plan des garanties, pourrait-elle infléchir la position des juges? La décision du collège des juges d'instruction est attendue dans les prochains jours.
Présentée comme une clarification juridique, la loi interprétative de l'amnistie sur les violences qui se sont produites dans le pays entre 2021 et 2023 est jugée inique et anticonstitutionnelle selon l'opposition sénégalaise. Ce mercredi 21, 23 députés de l'opposition et du groupe des non-alignés de l'Assemblée nationale ont annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel pour son rejet. L'institution a désormais quelques jours pour statuer sur la recevabilité de ce recours, a annoncé le député maire Mbaye John. Suivons ses propos. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel, seul à même de dire le droit, de fixer le peuple au nom duquel cette dangereuse loi a été adoptée par la majorité mécanique de la représentation nationale. Nous faisons confiance à ce juge constitutionnel quant à l'impératif attaché à sa vocation de dire le droit, surtout en ces moments lourds de danger où la vendetta subjuguée par une clameur populiste tend véritable à se substituer à la justice. En tant que citoyens, nous faisons confiance à cette justice sans estimer que cela nous donne le droit de mettre la pression sur les magistrats, comme nos collègues de l'autre bord l'ont fait, appuyés par, malheureusement, le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions. En effet, nous considérons ces lois nulles et non avenue dans la mesure où elles obéissent à une logique visant à consacrer une justice non seulement sélective, mais entièrement instrumentalisée contre des coupables triés au volet d'une clameur. L'interprétation du parti PASTEF constitue sans nul doute une rupture d'égalité et instaure en même temps une justice à deux vitesses. Ainsi, elle établit une hiérarchie au sein des justiciables qui place au sommet de la pyramide de l'impunité les militants d'un projet dont les premières senteurs portent les effluves d'un dessein funeste de destruction de nos comment vouloir vivre ensemble. L'Assemblée nationale, justement, nous allons pour parler de ces députés qui ont aussi évoqué la question de la venue du Premier ministre devant l'hémicycle pour évoquer les questions d'actualité nationale. Justement, un passage qui aurait pu se produire sans la présence des députés de l'opposition et du groupe des non-alignés de l'Assemblée nationale. Ces députés qui ont décidé de boycotter le passage d'Ousmane Sonko devant les députés de l'Assemblée nationale. Ils dénoncent un manque de respect notoire du Premier ministre vis-à-vis de leur statut d'élu du peuple. Ils ont aussi fustigé le report de la venue d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, considérant qu'il s'agirait d'une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a déclaré Thierno Alassane Sall, qui porte leur voix. Suivant ses propos. Le Premier ministre se livre à une véritable séance d'invectives, d'injures et de menaces des députés sans que ces derniers n'aient la possibilité de lui répondre, puisque la réglementation ne leur donne plus droit à la parole après leurs questions. Les députés refusent dès lors qu'un exercice parlementaire du plus grand sérieux, régi et encadré par les textes, tourne à une nauséabonde séance de meeting politique où eux sont réduits en spectateurs. Ils refusent en conséquence, pour le respect qu'ils doivent à l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, symbole par excellence de la démocratie représentative, de s'associer à cet affaissement délibéré voulu par le Premier ministre, mais en complicité avec le président de l'Assemblée nationale, donc l'affaissement de cette véritable et noble institution. En effet, le Premier ministre n'a jamais fait mystère de peu de respect qu'il voue à l'Assemblée nationale, voir ses déclarations sur les petits députés devant lesquels il refusait de comparaître lors de la levée de son immunité parlementaire. Nous, députés, sommes absolument disponibles à poursuivre l'exercice à la double condition que le Premier ministre respecte les règles du jeu et prenne l'ensemble des députés, y compris de son propre camp, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des élus et représentants du peuple sénégalais
sénégalais qui ont été choisis comme des représentants de ce peuple. Direction l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où la faculté des sciences juridiques et politiques a organisé pour 2 jours un colloque international sur le thème « Le contentieux des affaires locales en Afrique ». Ce rendez-vous a réuni plusieurs universitaires, des praticiens du droit et autres acteurs des collectivités territoriales et chercheurs venus de divers pays africains. Ce colloque entend apporter une réflexion profonde sur le règlement de ce type de conflit en Afrique, plus précisément au Sénégal. Alioune Seck pour le compte-rendu. Apporter des solutions dans le cadre de la gestion administrative des collectivités territoriales. C'est tout le sens de ce colloque international. Les acteurs ambitionnent de freiner les différents conflits des affaires locales en Afrique et au Sénégal en particulier. Dans beaucoup de pays en Afrique, les conflits souvent naissent effectivement de ces 3 facteurs que sont les élections, le foncier, effectivement, et les finances. Nous avons passé à ce niveau-là que nous devons partir aujourd'hui pour évaluer l'action administrative que nous faisons en Afrique, particulièrement au Sénégal, pour voir les dysfonctionnements qui existent entre les pouvoirs déconcentrés et les pouvoirs décentralisés, voir comment remettre à jour les textes qui nous permettent effectivement d'exercer ce travail pour prévenir les conflits éventuellement au sein des États en Afrique. Face à l'ignorance des textes juridiques, les élus locaux s'invitent à une collaboration avec les autorités étatiques. Et c'est l'occasion aussi pour nous de comprendre beaucoup de choses parce qu'effectivement, le constat en est sorti, c'est que les textes, pour la plupart, sont méconnus et que là, aujourd'hui, il y a urgence à ce qu'effectivement, que les collectivités puissent s'approprier de ces textes-là, qu'il y ait des capacités qui soient renforcées, mais également qu'il y ait une collaboration franche entre les collectivités et les représentants de l'État. Parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, la nouvelle approche, c'est qu'on doit pouvoir dialoguer, en tout cas les élus et l'État, notamment à travers ses représentants. Regroupés autour du thème contentieux des affaires locales en Afrique, les acteurs ont exprimé une satisfaction. Un document stratégique sera élaboré pour mettre fin aux conflits auxquels les populations sont souvent victimes. Donc c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons vu les interventions. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'être limités dans le temps parce que, vous voyez, tout le monde veut parler, tout le monde veut trouver en tout cas des solutions. Nous pensons qu'à la fin effectivement, n'est-ce pas, de cet atelier, le document qui sera remis aux autorités pourra être en tout cas de brèves qui pourront permettre, n'est-ce pas, de trouver des réponses structurelles par rapport à la problématique des conflits, en tout cas que nous rencontrons dans notre société, particulièrement en Afrique. L'accessibilité à l'information locale, un défi majeur qui devra peut-être ressortir de ce colloque international car il a été mentionné que plusieurs représentants des collectivités territoriales ignorent les textes qui régissent la gestion et le fonctionnement de ces institutions. D'où l'importance justement de ce type de rencontre en ce sens qu'elle promeut une bonne gouvernance des collectivités territoriales, gage du développement durable. C'est de l'avis en tout cas du professeur Abdou Aziz Mbodj, spécialiste de la question des collectivités territoriales et de la décentralisation. Ces propos sont recueillis par Pape Alassane Diop. C'est vrai qu'on parle souvent du contentieux donc foncier. Bon, c'est fourni, mais quand tu regardes la jurisprudence de la Cour suprême, c'est la jurisprudence, ça fait partie de la jurisprudence la plus, en tout cas, du point de vue qualitatif, la jurisprudence la plus importante. Des décisions, il y a beaucoup de contentieux. Si le contentieux est fourni, c'est intéressant. Mais aussi quand tu regardes, quand tu exploites, il y a beaucoup de décisions d'annulation et des décisions même avec des techniques extrêmement importantes que le juge utilise. Et ça, c'est salutaire. Je pense que c'est beaucoup plus important que justement qu'on trouve des zones de non-droit. N'est-ce pas? Je pense que ce colloque-là est extrêmement important parce que aussi les colloques permettent à la doctrine en vérité de s'épanouir. Encore, la doctrine est une source indirecte du droit. Les pouvoirs publics devront s'inspirer des conclusions justement de ce colloque-là pour s'il y a des choses justement à améliorer, à modifier, naturellement les modifier. Bien, le contentieux foncier existe, d'autres contentieux existent naturellement parce que c'est une question de gouvernance.
Les questions locales, c'est des questions de gouvernance. Les collectivités locales gèrent des intérêts et donc sont surveillées aussi donc, par l'État. Naturellement, il peut exister des contentieux, mais le plus important, je pense qu'il faudra chercher à maîtriser les textes, à comprendre les procédures et à éviter au maximum possible justement les différends. Entre lotissement et commerce situés à proximité des voies ferroviaires, la municipalité de Thiès pointe un risque croissant d'insécurité pour les populations locales. Après un nouvel accident sur les rails à Thiès, le maire Babacar Diop a convoqué les parties prenantes pour mettre en place un plan d'urgence. La question des passages à niveau non réglementé et clandestins ont aussi été énoncées au menu de ces discussions ainsi que des mesures ont été entreprises pour trouver une solution face au risque d'insécurité sur les rails à Thiès, a déclaré le maire Babacar Diop, suivant ses propos. Libérer donc d'abord les emprises, parce que ça peut sembler contradictoire. Encourager les gens à rester au niveau de ces emprises, et pour eux, l'emprise, c'est 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite. Et il y a aujourd'hui des Sénégalais, il y a aujourd'hui des Thiessois qui se sont installés sur ces emprises-là. Et donc, il faut travailler à la libération de ces emprises. Ça passera évidemment par un plan de communication, que par un plan de sensibilisation. Tous les maires se sont engagés à porter ce plan de communication en rapport donc avec les délégués de quartier et les Badjanou. Il y a aussi donc la nécessité de mettre en place un comité de pilotage parce que tous les travaux de ce matin doivent être suivis, doivent être constitués un point de départ. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place un comité de pilotage dans lequel nous aurons les différents maires ou leurs représentants, la direction du chemin de fer, la direction de GCO et des ICS, les délégués de quartier, surtout les délégués de quartier les plus impactés. Et donc, pour que ce plan de suivi puisse avoir une suite. Et nous avons décidé aussi la semaine prochaine de faire une visite de terrain avec ICS, GCO et le DG du chemin de fer sur le terrain et d'évaluer donc les débuts de solutions auxquelles nous avons pensé. En sport, nous nous rendons à Thiès, plus précisément au stade Lat Dior où les Grenats ont pu se défaire du piège tendu par Walidane de Thiès grâce à un but précieux marqué tôt en première période de la rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal édition 2025. Génération Foot a battu Walidane FC de Thiès 1-0 comptant pour cette compétition. Les Grenats vont donc affronter en demi-finale Guelewar de Fatick comptant justement pour un ticket pour la finale de la Coupe du Sénégal. Son entraîneur Boubacar Gadiaga évoque justement cette rencontre épique entre deux équipes qui partagent le stade Lat Dior de Thiès. Suivons ses propos. Et physiquement, j'ai senti mon équipe un peu faible physiquement par rapport aux autres matchs. Et du coup, on n'a pas été rayonnant comme il l'a dit, mais on a été efficace dans les duels. On a été très combatif, on a été très conquérant aussi par rapport aux charges qu'ils nous mettaient sur les centres, sur la présence de deuxième ballon. Je pense que l'ensemble du match, c'était un match haché, difficile. Je pense qu'on a tenu et puis ce qu'on voulait, c'est passer ce tour qui n'est pas... C'est vrai que pour notre équipe GF, ils ont l'habitude d'être à ce niveau-là. Mais moi, en tant que coach, c'est ma première. Et voilà, j'avais envie d'être là. Et alhamdoulilah, j'espère que Yalla Ndik, Amin Senyani, je parle en Amin Yalla Faye. C'est un ami, j'apprécie énormément Dien parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille très très bien, qui a des idées, qui a de l'envie, qui a aussi ce qu'on appelle une personnalité avec son équipe. Et je pense que voilà, ça c'est des entraîneurs qu'il faut féliciter. Et ce n'est pas un hasard que Walidane soit là à ce niveau, parce que tout simplement ils ont un entraîneur qui fait bien son job. Le club thiessois Walidane FC échoue donc aux portes des demi-finales de la Coupe du Sénégal.
Beaucoup de regrets pour son entraîneur Sélé Dieng qui n'a pas pu compter sur son attaquant vedette malade peu avant le début de cette rencontre. Selon lui, le match aurait pu avoir une autre tournure malgré la qualité de jeu offerte par les académiciens de Denis Biramdao. Sélé Dieng, que nous écoutons au micro de la Fédération sénégalaise de football. On s'attendait à un match très difficile, compte tenu des formes du moment des uns et des autres. On a suivi Génération Foot qui montait en puissance. Nous aussi, on voulait une place en demi. On avait nos arguments et nos moyens. Ce qu'on attendait, c'est de ne pas prendre de but dans la première mi-temps. Surtout, parce que l'objectif, c'était de tout faire, parce qu'on était face à une équipe qui attaquait bien, qui marquait beaucoup de buts. Nous, notre objectif, c'était de les contenir dans les premières minutes et de procéder par notre petit jeu. Maintenant, l'un dans l'autre, le football va avec. Des fois, c'est pas ce que tu attends qui arrive souvent. Le football, ça a ses charmes. Maintenant, on n'a pas démérité, on a joué notre football. On s'est procuré des occasions, mais on n'est pas parvenu à les mettre au fond. Maintenant, je ne vais pas revenir sur un penalty marqué ou manqué. L'essentiel qu'on a éliminé. Donc, de ce journal, l'actualité internationale, le Gabon se rend aux urnes ce samedi pour la première élection présidentielle depuis le coup d'État qui s'est produit dans le pays en 2023. En RDC, l'ex-président Joseph Kabila annonce son retour au pays après 6 ans d'absence et une année en exil. Les États-Unis et la Russie ont repris le fil du dialogue. Des pourparlers bilatéraux se passent actuellement même au consulat russe d'Istanbul. Le tour d'horizon de Mbaye Diagne. Démarrons l'actualité internationale au Gabon qui se rend aux urnes ce samedi pour sa première élection présidentielle depuis le coup d'État militaire de 2023 qui a mis fin à une dynastie politique de plus de 50 ans. À Libreville, les jafistes politiques soutiennent massivement le président intérimaire de cette nation riche en pétrole, Brice Clotaire Oligui Nguema, un officier militaire qui a pris le pouvoir lors du coup d'État qui a déposé l'ancien président Ali Bongo Ondimba, est soutenu par de nombreux Gabonais qui ont accusé Bongo de gouvernance irresponsable et détournement de fonds publics. Dans sa campagne électorale, il a promis un retour à un régime civil par le biais d'élections libres et équitables. 7 autres candidats sont en lice. La nouvelle constitution du Gabon, adoptée par référendum en novembre, fixe le mandat présidentiel à 7 ans renouvelable une fois. Ensuite, en RDC, l'ancien président Joseph Kabila, officiellement installé en Afrique du Sud depuis 1 an, a annoncé son prochain retour dans son pays natal. Sortant du silence, Joseph Kabila a justifié cette décision dans une déclaration écrite datant du 8 avril 2025 en expliquant vouloir contribuer à trouver une issue à la situation sécuritaire et institutionnelle du pays. Après 6 ans d'absence et une année d'exil, l'ancien président Kabila explique vouloir rentrer sans délai, sans pour autant ne donner aucune date. Il a ajouté qu'il commencera sa visite par l'Est sans nommer de région précise. Joseph Kabila avait refusé de rejoindre les consultations pour la composition d'un nouveau gouvernement d'union nationale à l'appel de l'actuel président Félix Tshisekedi. L'ex-chef d'État congolais avait rejeté le 18 mars dernier les accusations le liant au mouvement M23. Terminons avec les États-Unis et la Russie qui reprennent le dialogue diplomatique. Une nouvelle série de pourparlers bilatéraux se tiendra ce jeudi 10 avril au consulat russe d'Istanbul, ont confirmé mardi les sources diplomatiques, alors que les tensions restent vives sur le front ukrainien. Côté russe, la délégation sera dirigée par Alexandre Darchiev, récemment nommé ambassadeur à Washington. Les États-Unis seront représentés par Sonata Coulter, vice-secrétaire adjointe au département d'État. Cette rencontre portera exclusivement sur les activités consulaires et diplomatiques des deux pays, fortement réduites depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.
Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit sans relâche. Mardi soir, la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a été la cible d'une attaque massive de drones russes. C'était tout pour l'actualité internationale. Pour l'actualité internationale, c'est tout aussi pour ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.